L'homme et son évolution possible, troisième partie, troisième conférence. Nous reprenons ici l'étude que nous avions commencée avec la première vidéo. Je vous renvoie vers le lien si vous voulez avoir les bases de compréhension pour ce qui va suivre. Mais de toute façon, je ferai un résumé des deux premières vidéos. Pour les autres qui ont bien suivi, vous pouvez passer à la section suivante, soit dans la barre en bas, soit dans le timecode dans la description de la vidéo. Voici un lien vers la deuxième vidéo. Toutes les deux seront de toute façon dans la description. À savoir que je ferai de toute façon un résumé tout à la fin des 6 conférences, un résumé global de toutes les idées fondatrices, les idées fondamentales apportées par ce recueil de conférences. Ces vidéos consistent non pas en un résumé du livre, c'est un condensé, donc c'est dur de résumer un condensé, mais c'est plutôt une explication des idées apportées, pouvoir partager ces idées apportées par M. Gurdjieff via son élève Ouspensky, des idées que je vais nourrir au feu de ma propre compréhension et de mon expérience individuelle de la 4e voie et de l'énéagramme. Je vais donc me permettre de faire quelques commentaires, quelques analyses, c'est peut-être un terme un petit peu exagéré, quelques commentaires, quelques renvois vers la théorie de l'énéagramme et notamment de l'énéagramme de l'essence. Et aujourd'hui, nous allons aborder la 3e conférence qui traite essentiellement de la notion d'école et de centre magnétique. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de partager avec vous ces idées qui sont les idées fondatrices de la 4e voie, l'ossature de base de la 4e voie. L'aspect le plus basique à comprendre pour qui veut se lancer dans un cheminement intérieur vers lui-même, vers elle-même. La 4e voie nous a été apportée par Georges Ivanovitch Gurdjieff, un maître caucasien qui est né dans les années 1870. On n'a pas vraiment la date de naissance exacte. 1877 d'après son passeport. Donc, la 4e voie nous a été apportée par M. Gurdjieff, notamment via son disciple Piotr Demanovitch Ouspensky, à travers ses conférences qu'il a d'abord données à ses élèves de manière restreinte, puis qui ont été publiées d'abord de manière très réduite, à petit tirage pour les personnes qui appartenaient sûrement à ces groupes, donc édité dans un cercle restreint, une édition très privée et ensuite une édition publique. L'autre livre qui a permis de faire connaître la 4e voie au monde entier, c'est le livre du même auteur, Fragments d'un enseignement inconnu. Pour résumer ce qui a été dit dans les 2 premières conférences, Ouspensky nous parle ici de ce qu'il appelle la psychologie véritable, par opposition aux psychologies modernes, qui sont selon lui incomplètes et ne connaissent qu'une partie de la réalité de l'être humain. Une psychologie qui a disparu, mais qui s'est cachée derrière différentes formes, depuis la philosophie jusqu'à l'astrologie, en passant par la magie, le symbolisme, la maçonnerie, etc. Il donne ici une définition plus directe, un exposé plus direct de cette psychologie véritable et adaptée aux circonstances de la vie moderne. Une psychologie totale qui considère l'être humain non seulement dans ce qu'il est ou ce qu'il paraît être, mais aussi dans ce qu'il pourrait être s'il poursuivait son développement. L'être humain est considéré comme étant inachevé et des écoles existent qui fournissent des outils, des méthodes et un accompagnement pour ce développement de l'être humain. Le développement de l'être humain consiste avant tout dans le développement de sa conscience. Et là, 2 grands problèmes se posent pour les êtres humains qui seraient amenés à souhaiter évoluer, à savoir que d'une part, nous croyons posséder la conscience et ses attributs, alors que nous ne vivons que dans un état d'inconscience. Et d'autre part, même si nous réalisons que nous ne possédons pas la conscience,
nous pensons pouvoir l'acquérir seuls. Et ce sont deux grandes illusions qu'il nous faut dépasser. Il ne s'agit pas de savoir que nous ne sommes pas conscients, il s'agit de le voir, de le réaliser en observant notre fonctionnement. Il faut d'abord poser le cadre des fonctions de l'être humain et des centres qui sont associés. Donc voici les fonctions de l'être humain, les fonctions de base, parce qu'il y a 7 fonctions. Mais là, on va se concentrer sur les 3 fonctions qu'on appelle inférieures, mais qui sont finalement les plus importantes pour quelqu'un qui souhaite travailler sur ce développement, travailler à ce développement intérieur. La fonction intellectuelle, qui consiste en perception des impressions, formation de représentation et de concepts, raisonnement, comparaison, affirmation, négation, formation des mots, paroles, imagination. Tout ça, je vous renvoie sur les 2 premières vidéos si vous voulez approfondir. Là, je ne fais qu'un passage éclair pour poser les bases de compréhension. Une fonction émotionnelle, sentiment et émotion. Une fonction motrice, donc là j'ai mis le moteur en bas, mais j'aurais dû le mettre plus haut, qui consiste dans le travail externe de l'organisme, tous les mouvements, et les mémoires physiques, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des engrammes, des choses qui se sont accumulées dans le centre moteur, dans le corps. Et puis, la fonction instinctive, qui concerne tout le travail interne de l'organisme, la digestion, la circulation sanguine, etc. Les sens ou les sensations neutres. Par exemple, je soupèse un objet pour sentir son poids. Les émotions physiques, ce sont les sensations qui ne sont pas neutres, qui sont agréables ou désagréables. Je me brûle ou je reçois une caresse. Et enfin, les réflexes. Les réflexes, c'est tout ce qui n'a pas été appris. Je mets la main dans le feu, mon corps l'enlève rapidement et spontanément. Ça n'a pas été appris. Donc l'instinct, c'est tout ce qui est inné et le centre moteur, c'est tout ce qui est acquis. Et on utilise le terme réflexe à tort. J'attrape une balle par réflexe, ça n'est pas un réflexe instinctif. C'est l'intelligence du centre moteur qui a appris ce geste et qui peut le reproduire. Et on va en parler un petit peu plus tout à l'heure. Ces fonctions sont associées à des centres, des sortes de cerveaux, des centres de commande. Et nous sommes, dit-on, dotés de 3 centres, 3 cerveaux. Et j'avais fait le lien avec Paul MacLean et la découverte des 3 cerveaux, le cerveau triunique, le cerveau instinctif, le cerveau limbique, émotionnel et cognitif, pour schématiser et simplifier. Donc le centre intellectuel, qui appartient à l'essence et qui gère les fonctions intellectuelles, le centre émotionnel qui gère les fonctions émotionnelles, et le centre instinctif et le centre moteur qu'on peut réunir sous le vocable centre instinctivo-moteur qui gère toutes les fonctions du corps, fonctions inconscientes et réflexes, fonctions motrices, visibles, conscientes. Ce qu'il est important de comprendre également, c'est que ces différentes fonctions se manifestent chez l'être humain, mais elles se manifestent différemment selon le niveau de conscience dans lequel nous sommes. La conscience n'est pas uniforme, elle n'est pas la même pour tout le monde, elle n'est pas la même pour tous les moments de ma vie. Certaines fois, je suis endormi, d'autres, je suis réveillé, ce que je crois être ma conscience de veille, dans laquelle je suis éveillé. Mais il existe 2 autres niveaux de conscience qui sont accessibles à l'être humain, mais que nous ne connaissons quasiment pas. Voici ces 4 états de conscience. Le sommeil, la nuit, lorsque je dors, et la conscience de veille ou conscience relative, la journée, lorsque je suis réveillé. Or, il existe 2 états de conscience supérieurs, que j'ai noté rappel de soi, mais il parle de conscience de soi, et plus haut, la conscience objective dont nous ne connaissons rien. Et lorsque nous en avons des aperçus, il subsiste souvent un trou noir, comme si il ne s'était rien passé pendant cet espace de temps, parce que je n'ai pas les matériaux nécessaires pour m'approprier ce que j'ai expérimenté dans cet état de conscience objective qui est quelque part complètement libre de toutes les fonctions cognitives, émotionnelles et sensitives et motrices. Donc nous passons notre vie dans les 2 niveaux inférieurs, la veille et le sommeil, ou conscience relative, qui n'est pas si éloignée du sommeil. Et on peut voir ici, j'ai mis qu'ici nous n'avons aucun contact avec la réalité, nous sommes
tout ce qui se passe autour de nous pendant que nous dormons, nous n'en percevons rien, ou alors de vagues impressions nous parviennent, mais elles viennent souvent provoquer des rêves, et nous rêvons autour d'un son, autour d'une tension que nous ressentons. Ici, nous avons un contact quasiment nul avec la réalité. Nous avons l'impression d'avoir un contact pour différentes raisons que j'ai expliquées dans les vidéos précédentes, mais notre contact est extrêmement subjectif et teinté de notre imagination, de nos fantasmes, de nos représentations. Ici, nous avons un contact plus grand avec la réalité et ici un contact total. Notre état de conscience de veille est peuplé de rêves, de rêveries, de fantasmes, de représentations. Notre conscience est endormie, elle est quelque part hypnotisée, et notre contact avec la réalité est complètement relatif et subjectif. Ces deux états de conscience supérieurs sont possibles, ils sont accessibles à l'être humain, et ils donnent accès à des fonctions d'un niveau supérieur, notamment des centres supérieurs dont j'ai parlé, centre émotionnel supérieur et centre intellectuel supérieur. La conscience objective est une perception de la réalité directe et totale, on pourrait dire sans l'interférence des fonctions. La conscience objective ne peut s'atteindre que par quelqu'un qui a pleinement réalisé l'état de conscience de soi. La conscience de soi demande un effort de volonté. La conscience de soi consiste en une division de l'attention, qui pourrait être une définition, en tout cas la méthodologie de l'accès au rappel de soi. Et ça demande donc une plus grande volonté. Volonté et conscience vont ensemble. Sans volonté, pas de conscience. Sans conscience, pas de volonté. Et donc, ces fonctions de base se manifestent dans les états de conscience et essentiellement dans les états de sommeil, de veille ou de conscience de soi ou rappel de soi. L'imagination, par exemple, la formation de représentation se manifeste dans le sommeil par des rêves. Elle se manifeste dans l'état de veille ordinaire par des rêveries, des vagabondages, des pensées associatives qui suivent un fil sans aucune volonté ni conscience, des interprétations sur les choses, des projections, des représentations. Et dans le rappel de soi ou la conscience de soi, elle se manifeste différemment, avec un caractère de réalité. Dans l'état de conscience objectif, ces fonctions sont mises en pause et nous percevons la réalité de manière directe et totale, sans aucune interférence, sans aucun filtre. Dans le rappel de soi, les filtres tombent, notamment les filtres que nous avons sur nous-mêmes, et nous pouvons nous connaître nous-mêmes. Dans la conscience objective, nous connaissons la réalité intrinsèque du monde sans aucune notion de séparation, en unité totale, en communion, en perception directe. Mais si nous n'avons pas cultivé le rappel de soi, si nous avons un aperçu de la conscience objective et que nous retombons dans l'état de veille ordinaire, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Souvent, c'est un trou noir. Ou alors, nous essayons de mettre du connu, du contenu, des concepts sur ce qu'on a vécu et on a tendance à l'encadrer comme une expérience d'éveil qui symbolise notre réussite et que nous avons accédé. Non, nous n'accédons à la conscience objective que lorsque c'est régulier, voire durable, et le chaînon manquant, c'est l'inévitable conscience de soi. La conscience de soi, nous a dit Ouspensky, demande un effort de volonté. Elle ne vient pas d'elle-même. Conscience et volonté vont ensemble, je répète. Ce travail de développement intérieur des potentialités de l'être humain ne peut pas se faire seul. Nous avons besoin d'une école, d'outils adaptés et d'un soutien d'une personne qui a déjà fait ce travail, au moins dans une certaine mesure, qui en a compris les lignes de direction. Et nous verrons dans cette conférence qu'il s'agit aussi d'une notion d'influence, de recevoir une certaine sorte d'influence sans laquelle il est presque impossible de cheminer vers cet état de conscience de soi et de conscience objective. La vie, dans ces états de conscience inférieure et notamment dans l'état de conscience relative, possède des conséquences. Nous avons listé dans la dernière vidéo le mensonge à soi-même qui empêche toute évolution intérieure, l'imagination qui a des conséquences pernicieuses, en tout cas quand elle fonctionne dans l'état de conscience relative, elle nous coupe du monde extérieur et nous amène à poser des interprétations et des représentations sur le monde. Donc, le mensonge à soi-même, imagination,
Troisième conséquence néfaste, l'expression des émotions négatives. Et quatrième, le bavardage inutile. Je vous renvoie vers la vidéo précédente si vous voulez explorer en profondeur ces points qui sont extrêmement importants. La deuxième conférence pose vraiment les bases de compréhension les plus importantes si on veut comprendre ce que signifie ce travail d'ordre intérieur. Ensuite, il nous disait que des traits spécifiques de l'état de sommeil dans lequel nous sommes se présentent et entretiennent ce sommeil. L'identification et la considération. L'identification signifie que nous nous identifions constamment à tout ce qui traverse le champ de notre conscience. Les pensées, les émotions, les sensations, les objets, mes paroles, mes actions, etc. Tout ce que je perçois, tout ce que je dis, tout ce que je le fais dans un état d'identification. Je suis perdu, je m'oublie et je suis absorbé, complètement absorbé par les objets qui traversent ma conscience. Ce que j'entends, ce que je vois, ce que je fais, ce que je ne fais pas, ce que j'aime, ce que je n'aime pas, etc. Nous n'avons aucun recul sur ces impressions et sur ces manifestations. La considération consiste dans le fait de s'identifier aux personnes. Donc c'est une forme pointue de l'identification qui consiste à s'identifier aux autres personnes et d'accorder une énorme importance, parfois obsessionnelle, à ce que les autres pensent de nous, à la manière dont ils se comportent avec nous. Nous recherchons constamment, même si nous ne nous en rendons pas compte, même si c'est totalement inconscient parfois, nous recherchons constamment la considération des autres. Et là, on peut voir le lien avec l'énéagramme et le point 9 que j'ai expliqué dans la vidéo précédente. L'énéagramme des 9 types et en tout cas l'énéagramme, si on creuse plus profondément vers ce que j'appelle l'énéagramme de l'essence, on comprend que le point 9 est le prototype de tous les types et que les problématiques du 9 sont partagées par tous les types. Et notamment cette problématique centrale qui est l'oubli de soi, c'est la fixation mentale du point 9. Nous nous oublions nous-mêmes dans ce que nous sommes en réalité, en profondeur, en essence. Et le mensonge, l'un des auto-mensonges, le mensonge que l'on se fait à soi-même au point 9, c'est la considération. Rechercher la considération des autres et donc me conformer mécaniquement aux attentes que je perçois, qu'elles soient réelles ou interprétées. Là aussi, je vous renvoie vers la vidéo précédente. Et nous avons terminé ces deux conférences sur la notion d'être humain ou d'homme, comme dit Ouspensky, comme disait Gurdjieff. En général, nous utilisons le terme homme ou le terme d'être humain de manière tout à fait générale et sans aucune distinction, alors qu'il existe plusieurs catégories d'hommes ou d'êtres humains, homme au sens neutre. Il existe 7 catégories d'êtres humains, qu'on appelle traditionnellement homme numéro 1, homme numéro 2 et jusqu'à l'homme numéro 7. Les êtres, ou les hommes numéro 1, 2, 3, sont situés au même niveau de développement de la conscience ou de développement de l'être. Ce sont ce qu'on appelle des hommes-machines, des êtres humains dont la conscience n'est pas développée, qui ne sont constitués que de mécanismes, de schémas, sur lesquels les influences extérieures viennent appuyer, provoquant ainsi des réactions. Nous fonctionnons sur ce mode dans lequel nous recevons des influences et, sans conscience, nous réagissons aux influences. Quelqu'un m'insulte et je vais réagir. Soit je vais réagir verbalement, soit je vais réagir émotionnellement, ou les deux. Je vais ressentir et je vais répondre, ou alors je vais bouder, ou alors je vais décider de ne plus parler à cette personne. Nous fonctionnons dans le monde sans aucune conscience, comme des pantins tirés par des fils intérieurs qui ne font que réagir aux influences qui viennent de l'extérieur. Nous n'avons aucune action réelle, nous n'avons que des réactions. Nous n'avons aucune liberté ni aucune volonté, simplement des désirs plus ou moins persistants, plus ou moins permanents. Les hommes numéro 5 sont les hommes conscients. Les hommes numéro 6 sont les hommes qui ont accès à la conscience objective. Donc les 5 ont accès à la conscience de soi, ont pleinement réalisé la conscience de soi, plus ou moins pleinement. Les hommes numéro 6 ont réalisé la conscience objective. Et les hommes numéro 7 sont ceux qui ont toute la
connaissance et tout le savoir disponible et accessible à l'être humain. Ils ont acquis la conscience, l'individualité, un moi permanent, une volonté totalement libre et ils ne peuvent plus perdre ce qu'ils ont acquis. Ces différents attributs que les hommes numéro 1, 2, 3 s'attribuent souvent à tort. Le chaînon manquant entre les hommes 1, 2, 3 et les hommes 5, 6 et 7, c'est ce qu'on appelle l'homme numéro 4, qui est le fruit d'un travail d'école, de méthode et d'un accompagnement au sein d'une école de psychologie ou une école de développement intérieur. Une notion fondamentale consiste à comprendre que nous sommes porteurs de deux natures, une nature réelle et une nature artificielle, l'essence et la personnalité. Et que le développement de l'être humain consiste en le développement de son essence, seul élément réel en lui. Développement de l'essence et développement de la conscience sont potentiellement une seule et même chose. Et donc, après ce résumé, nous abordons la troisième conférence. Il revient d'abord sur la notion d'homme-machine. L'homme-machine qui a besoin des influences extérieures pour vivre. Sans les influences extérieures, nous ne pourrions pas vivre. Donc là, je vais faire un petit crochet vers la notion des nourritures éthriques. M. Gurdjieff nous disait qu'il existait 3 formes de nourriture pour l'être dont nous avions besoin et dont nous ne pouvions pas nous passer. Je fais le lien ici avec les 3 centres, mais c'est toujours par analogie. Mais il y a bien une relation directe entre le corps et la nourriture solide, et l'eau qui constitue la première nourriture, le centre émotionnel et l'air qui constitue la deuxième nourriture, et le centre intellectuel et les impressions que nous recevons par nos 5 sens et qui transitent par le cerveau, par le centre intellectuel. En tout cas. Donc, 3 formes de nourriture avec des différences en termes de densité, une nourriture de la plus dense à la plus subtile. Nous pouvons nous passer de nourriture pendant des semaines, nous pouvons nous passer d'eau pendant plusieurs jours, voire plus. Par contre, nous ne pouvons pas nous passer d'air pendant plus de quelques minutes. Les impressions, disait M. Gurdjieff, si nous étions une seconde sans impression, nous n'existerions plus. C'est la nourriture possiblement la plus importante, celle sans laquelle nous ne pouvons absolument pas survivre. Donc ces influences extérieures et toutes ces impressions que nous recevons, quelles que soient les impressions, tout est impression. Un goût, une odeur, une saveur, une parole, un mouvement, une tension, une sensation, une émotion, une pensée. Tout est impression. La machine humaine est conçue de telle sorte que chacun des centres reçoit des impressions qui lui sont destinées et répond normalement de manière correcte à ces impressions. Cela fonctionne de cette manière chez un individu dont les centres fonctionnent correctement et sont équilibrés et harmonieusement développés. Malheureusement, nous dit-il, même chez un être humain normal, les centres ne travaillent pas de la manière dont ils devraient travailler. Pourquoi ? Parce que la nature a prévu, comme réponse à une situation d'urgence, elle a prévu que les centres puissent se substituer les uns aux autres en cas de besoin, sûrement pour la continuité de l'organisme, en cas de dysfonctionnement d'un des centres. Parce que l'interruption du fonctionnement des centres et de la machine pourrait être fatale à l'organisme. Le problème est que, et je pense que c'est peut-être en raison de cette disharmonie des centres, cette possibilité prévue en cas d'urgence est devenue une normalité. Les centres ne cessent de fonctionner les uns à la place des autres. Un peu comme l'exemple que j'ai pris dans la maison sans maître ni intendant dans une des vidéos précédentes. Le maître n'est plus là, l'intendant est parti, et les serviteurs sortent de leur rôle et vont s'occuper des affaires des autres. Le jardinier veut remplacer la nourrice, la cuisinière veut remplacer le comptable, etc. Ce qui pose de gros problèmes puisqu'ils n'ont pas les compétences requises, ils n'ont pas été formés pour ça. Donc la maison court un grave danger. Plus personne ne fait ce qu'il a à faire, mais fait mal ce que les autres devraient faire. C'est pas à ça qu'il fait référence, mais pour prendre une analogie, par exemple, c'est un peu comme si
dans une situation qui fait appel à l'émotion, au sentiment, je suis touché par une musique, j'essaie de toujours rationaliser, ou j'essaie de rationaliser mes émotions, de leur expliquer qu'elles n'ont pas à se manifester, parce que je suis un peu en inconfort avec ça. Ou alors, dans une discussion, un débat qui fait appel à la raison, à la dialectique, à la confrontation d'arguments, je laisse l'affect se mêler et je réagis émotionnellement dans le débat. On peut se représenter de cette manière ce que ça peut vouloir dire quand un centre fonctionne à la place d'un autre. Pour le dire de manière concrète, il prend l'exemple du centre moteur qui peut imiter le travail du centre intellectuel en produisant des pensées à la place du centre intellectuel. Mais le corps, le centre moteur, qui a un côté mécanique, qui absorbe des mouvements et qui les reproduit sans réellement de conscience, comme quand je conduis, je n'ai pas besoin de faire attention à tout. Mon corps se charge, l'intelligence de mon corps, le centre intellectuel de mon centre moteur, puisque chaque centre possède les 3 centres de manière fractale, tout ça je l'ai expliqué, l'intelligence de mon corps prend le relais. Si je devais penser à chaque mouvement quand je conduis, ça serait absolument impossible de bien conduire. Il suffit de se rappeler quand on a appris à conduire. On apprend avec le centre intellectuel. Mais le corps, qui fonctionne de cette manière un peu mécanique, ne peut produire que des pensées vagues et décousues, des pensées mécaniques à l'image de celles qui surviennent dans les rêves ou dans la rêverie. C'est un signe que le centre moteur a pris le rôle du centre intellectuel, produire des pensées, des images, des représentations. Lorsque nous partons dans nos vagabondages, c'est le centre moteur qui se charge de la fonction intellectuelle et qui part mécaniquement dans un ensemble de rêveries, sans queue ni tête. Et il propose une expérience, essayez d'écrire avec un stylo, évidemment, en pensant à chaque lettre que vous allez tracer. Quelle est la lettre suivante dans le mot, comment elle doit s'écrire. C'est un petit peu comme quand on apprend à écrire, c'est laborieux, c'est lent. Lorsque j'apprends à conduire, c'est l'intellect qui essaie de comprendre ce qu'on attend et qui demande au corps de faire ce qui correspond. Puis le corps finit par s'approprier la méthode de conduite. Et nous pouvons conduire sans penser à ce que nous faisons. On peut penser à autre chose, on peut discuter, on peut écouter la radio. Si nous devions penser à chaque mouvement de la conduite, ça serait difficile de conduire en sécurité. Et le centre intellectuel étant particulièrement lent, beaucoup plus lent que le centre moteur par exemple, il ne pourrait pas réagir en cas de risque d'accident subit, par exemple. Si le centre intellectuel se mêle du travail du centre moteur, vous marchez et vous faites attention à chaque pas. Vous décidez de l'endroit où vous allez poser le pied et de pourquoi vous allez le poser ici. Et de quand est-ce que l'autre doit se détacher du sol. Vous calculez la distance. Vous comptez les pas. Vous verrez que la marche devient un travail laborieux et beaucoup plus lent, voire plus maladroit. Et encore, on parle de quelque chose de simple. Mais si je dois travailler avec des outils complexes, que je suis habitué, si je devais cesser de faire confiance à mon corps et réfléchir à chaque mouvement, à chaque demi-seconde, ce que je vais faire, ça serait beaucoup plus laborieux et beaucoup plus lent. Voilà une manière dont les centres peuvent se mêler du travail des autres. Si j'apprends le piano, c'est extrêmement laborieux. Ça demande une intense réflexion. Ça demande de réfléchir pour savoir sur quelle touche on va appuyer. Surtout si nous sommes en train de lire une partition. Quelle est la note? À quoi elle correspond sur mon piano? Avec quel doigt je vais appuyer? Mais après une certaine pratique, le mouvement se fluidifie. Le corps s'approprie le mouvement et va chercher la note, mécaniquement, automatiquement ou spontanément. Et même, il lui arrive de retranscrire intuitivement les notes. Il voit que les notes sur la partition montent et tout de suite, il sait exactement, sans savoir sur quelle note il va appuyer, il sait qu'il doit faire un certain écart et qu'il va aller toucher la bonne note. C'est une capacité extrêmement intéressante et extrêmement importante de l'organisme humain que de pouvoir laisser le corps faire ce qui lui correspond. Et c'est particulièrement visible et palpable dans les exercices de mouvement de M. Gurdjieff. L'intellect est incapable de suivre le mouvement. Chaque centre est remis à sa place, ce qui rend les choses compliquées, parce qu'en général, on a pris l'habitude que les centres se mêlent du travail des autres. C'est de cette manière que les arts martiaux authentiques étaient appris autrefois.
en passant directement par le centre moteur. L'instructeur montrait une seule fois la prise et il fallait la reproduire parce que le corps, il lui suffit d'une seule fois pour savoir ce qu'il faut faire. L'intellect va essayer de s'approprier, il a mis son pied comme ci, il a fait comme ça, jusqu'à ce que le corps puisse être laissé à son poste et que lui, il puisse reproduire directement et spontanément la prise qui a été montrée par le maître. S'adresser directement au centre moteur. Dans les mouvements de M. Gurdjieff, le mental, l'intellect a son travail très précis qui l'empêche de s'occuper du travail du corps. Donc les mouvements sont souvent laborieux parce que j'ai l'habitude que l'intellect décide à la place du corps. Le centre émotionnel doit être attentif à la musique et se laisser toucher et porter par la musique qui induit le mouvement. Et donc, c'est une manière extrêmement intéressante de remettre chaque centre à sa place. Ça n'est pas indispensable, c'est simplement très efficace. Il dit que le centre instinctif peut travailler pour le centre émotionnel et à l'occasion, le centre émotionnel peut travailler pour tous les autres centres. Je cite: dans certains cas, le centre intellectuel doit travailler pour le centre instinctif, bien qu'il ne puisse effectuer qu'une infime partie de son travail, la partie en relation avec les moments visibles, tels que ceux du thorax lors de la respiration. Il est très dangereux d'intervenir dans les fonctions normales du centre instinctif, comme dans le cas de la respiration artificielle, parfois décrite sous le nom de respiration des yogis. Celle-ci ne doit jamais être entreprise sans les conseils d'un maître compétent et expérimenté, ni sans sa surveillance. Fin de citation. Et donc là, il met en garde contre les pratiques de pranayama, du yoga. Si on ne sait pas ce qu'on fait, si on ne sait pas pourquoi, si on n'est pas encadré par quelqu'un de compétent, il vaut mieux s'abstenir. Il vaut mieux ne rien faire que de faire des choses qui vont dérégler la machine. Et là, c'est encore un point très important, parce que ce mauvais travail des centres est responsable de tout le dysfonctionnement que nous pouvons connaître. Et je cite: nos impressions mornes, nos impressions vagues, notre manque d'impression, notre lenteur à comprendre tant de choses, très souvent nos identifications et notre considération, notre mensonge même dépendent du mauvais travail des centres. Et on comprend ici pourquoi la notion de l'homme numéro 4, qui a équilibré ses centres, est aussi cruciale. Puisque le déséquilibre des centres est responsable de nos états aberrés de conscience et de toutes les conséquences de cet état aberré de conscience, il nous faut commencer par le rééquilibrage des centres. Mais ça ne suffit pas. Le travail des mouvements, par exemple, hors d'un travail d'école qui permet de travailler la conscience de soi, ne mène qu'à une forme de chorégraphie, une maîtrise des mouvements, possiblement un équilibre des centres, mais sans l'émergence de la conscience. Or, dans notre compréhension habituelle, y compris dans la science ou la psychologie moderne, nous n'avons aucune idée de ce que signifient ces centres et de ce que peut signifier leur déséquilibre, alors que les conséquences sont désastreuses et que cela nous cause du tort dans notre vie, nous amène à gaspiller énormément d'énergie inutilement et à rencontrer des difficultés tout aussi inutiles. Nous pensons être unifiés, être un. Nous ne réalisons pas à quel point nous sommes divisés en nous-mêmes. Et lorsqu'on réalise qu'on est divisé en soi-même, on commence à voir à quel point il peut être dangereux qu'une partie de nous-mêmes travaille à la place d'une autre. Dans la pratique de l'observation de soi, il nous dit, Ouspensky, qu'il est nécessaire d'observer à la fois le travail correct des centres, mais aussi le travail incorrect des centres. Reconnaître quand un centre effectue correctement son travail, qu'il est à sa place, et quand un centre effectue le travail d'un autre. Pouvoir le voir, le nommer. Nous avons besoin d'étudier nos dysfonctionnements, parce que sans cela, aucun travail n'est possible. Nous sommes tellement habitués à ce mode de fonctionnement qu'il nous paraît normal. Nous avons besoin de réaliser qu'il s'agit d'un dysfonctionnement. Et c'est intéressant aussi, si un enfant qui grandit dans un contexte toxique, par exemple, il n'a grandi que dedans, et pour lui c'est normal. C'est pour ça que certains enfants ne parlent même pas de certaines choses qu'ils subissent, puisqu'ils ont toujours connu ça. Ça leur semble normal.
Il est nécessaire de rencontrer des personnes qui nous montrent que ce n'est pas normal pour qu'on réalise que peut-être ça ne l'était pas. Donc le fonctionnement, plutôt le dysfonctionnement de nos centres nous paraît normal parce que nous avons toujours fonctionné comme ça et que tout le monde fonctionne comme ça. Avec des différences puisque ce ne sont pas les mêmes centres qui dominent chez les hommes numéro 1, chez les hommes numéro 2 et chez les hommes numéro 3, mais globalement, nous dysfonctionnons tous de la même manière. Il explique que la science ignore aussi deux points importants. Premièrement, et je cite, la machine humaine ne fonctionne pas à son niveau normal. Elle fonctionne généralement bien au-dessous de sa norme, c'est-à-dire ni à sa pleine puissance, ni avec la totalité de ses parties. Deuxièmement, qu'en dépit des nombreux obstacles, elle est capable de développer pour elle-même des formes différentes de réceptivité et d'action. Fin de citation. Donc il rappelle ici ensuite que nous sommes des machines, peut-être qu'aujourd'hui on dirait des robots ou des programmes, des machines qui sont mues par des influences extérieures. Et si ce développement intérieur est possible, il est rare et il exige un grand nombre de conditions extérieures et intérieures, et il va ensuite développer ces conditions. La première condition est la suivante, nous devons comprendre notre situation. Nous devons comprendre nos difficultés et nos possibilités, et nous devons faire preuve d'un très fort désir de se développer, ou au moins d'un très grand intérêt pour, je cite, le nouvel état inconnu que doit lui apporter ce changement à l'être humain, à l'homme. Fin de citation. Donc nous devons avoir soit un très fort désir de nous développer, ou au moins un intérêt très grand pour l'état nouveau de conscience que ce changement pourrait nous apporter. Nous devons être, dit-il, soit complètement dégoûtés de notre état actuel, soit fortement attirés par l'état futur. C'est ce qu'il avait dit dans la précédente conférence, donc que j'ai retranscrit dans la précédente vidéo, à savoir que nous devons faire preuve d'un désir qui est à la fois intense et persistant. Un désir intense ne suffit pas, ce désir doit durer longtemps. C'est ce qui permet d'avoir un centre de gravité. Et c'est ce qui distingue les hommes numéro 1, 2, 3 des autres. Chez eux, le centre de gravité fait défaut. L'homme numéro 5 a un centre de gravité en lui-même, on pourrait dire sa conscience. L'homme numéro 4 a un centre de gravité, mais à l'extérieur, grâce aux idées de l'école, grâce au soutien du groupe de travail et de l'assistant, parce qu'il désire ardemment évoluer intérieurement. Le désir est souvent vu de manière négative dans les voies spirituelles, alors qu'en réalité, c'est probablement parce que les désirs ne sont que l'imitation et la projection, dans ma personnalité, du désir le plus fondamental qui repose au plus profond de nous, en tout cas au plus profond de certains d'entre nous, le désir d'être, qu'on appelle dans l'approche diamant la flamme. C'est cette flamme qui doit être avivée ou ravivée pour pouvoir devenir un homme numéro 4. C'est ce vrai désir qui transpire dans le cantique des cantiques. Quand tous les désirs commencent à être canalisés et catalysés autour d'un seul désir essentiel, le désir des retrouvailles avec mon être réel. Ça doit être un désir ardent, comme le désir de l'être qui aime vers l'être qui est aimé. C'est le seul désir qui soit réel. Les autres en sont des projections vers l'extérieur de nous-mêmes, dans le monde et dans la personnalité. Quelque part, ce travail, pour porter ses fruits, doit devenir notre centre d'intérêt prioritaire. Nous devons réaliser que c'est ce qu'il y a de plus important et commencer à organiser notre vie, en tout cas notre relation à la vie, à la lumière de ce désir prioritaire. Tout ce que je vis doit être utilisé pour cette croissance intérieure, cette croissance de la conscience de moi-même. Puisqu'il faut un acte de volonté, si j'en ai pas un vrai désir, il sera impossible de tenir ces actes de volonté dans la durée. Cette condition est insuffisante. Elle est importante, mais insuffisante. Il faut une préparation, nous dit Ouspensky. Il faut être capable de comprendre ce que l'on va nous dire à propos de ce travail. Et de plus, il faut avoir la chance de se trouver dans des bonnes conditions extérieures. Après les conditions intérieures,
ce désir profond, cette flamme quelque part, ce grand intérêt qui dépasse les autres intérêts, et la préparation intérieure, il nous parle des conditions extérieures. Par exemple, pouvoir bénéficier de suffisamment de temps libre pour l'étude de l'enseignement et de vivre dans des conditions qui rendent cette étude possible. Si je vis dans une situation de guerre et de survie permanente, c'est plus compliqué, voire impossible, de se lancer dans ce genre de travail. Je ne suis pas disponible pour ça. Une autre condition extérieure, impérieuse, c'est la possibilité qu'existe une école. Il dit que certaines conditions sociales et politiques rendent l'existence d'une école impossible. L'existence d'une école nécessite, je cite, une vie plus ou moins ordonnée et un certain degré de culture et de liberté individuelle. Fin de citation. Dans une dictature où la liberté, la culture et la liberté de penser sont réduites à néant ou presque, une telle école ne pourrait pas exister. Je pense par exemple aux soufis d'Afghanistan qui, lors de l'invasion soviétique, après l'invasion soviétique, ont été massacrés presque jusqu'au dernier par le régime communiste à la fin des années 70. Il fait ensuite référence aux lois de Manu qui donnent des règles à une société qui, si la société ne respecte pas ces règles, ne peut pas recevoir la bénédiction de Dieu. Et comme ces conditions ne dépendent pas de nous, il convient de faire de notre mieux pour trouver cette école, pour trouver ces conditions dans lesquelles une école puisse exister, en considérant l'époque et le siècle dans lesquels nous vivons. De trouver ce qui nous convient le mieux, parmi ce qui est possible. Donc il n'est pas si facile de prétendre trouver une école. Il faut encore que les conditions soient réunies. Toujours actif-passif, des conditions à l'extérieur et des conditions à l'intérieur doivent être réunies. Et il nous dit que c'est plutôt rare. Cela dépend de ce qu'on appelle la loi de l'accident. La loi de l'accident, c'est toutes ces influences qui se télescopent au hasard et qui produisent des conséquences, par opposition à la loi du destin, qui ne concerne que les êtres qui ont un destin. Et pour avoir un destin, il faut un centre de gravité. Sans quoi, les hommes numéro 1, 2, 3 sont livrés à la loi de l'accident. Mais il dit que sur le plan intérieur, nous ne sommes pas complètement abandonnés à cette loi de l'accident. Nous sommes aidés sur ce chemin possible, car des lumières, comme il dit, sont disposées pour nous, qui peuvent nous aiguiller dans la bonne direction si nous avons de la chance. Il insiste quand même sur le facteur chance. Reste à savoir ce qui se cache derrière ce facteur chance. Il s'agit probablement du centre magnétique à quoi il fait référence. Donc là, je n'ai pas relu cette conférence, je la lis en même temps que je suis le fil conducteur en fait, et là, j'ai fait un aparté vers le centre magnétique en disant qu'il parlait sûrement du centre magnétique. Et puis en poursuivant la lecture, eh bien, il parle directement du centre magnétique. Donc je vais quand même partager ce que je voulais apporter, et puis ensuite, on fera sans transition un passage vers ce que lui disait du centre magnétique. En parlant de ces lumières qui sont disposées, j'avais l'impression qu'il parlait des influences, des différents types d'influences et de la possible constitution de ce qu'on appelle le centre magnétique, qui n'est pas un centre à proprement parler comme les centres que nous avons vus, comme les 7 centres, parmi lesquels on a étudié les 3 centres inférieurs, qu'on pourrait plutôt appeler les centres de base ou intermédiaires. Donc ce centre magnétique, s'il reçoit les bonnes influences, s'il assimile ces influences, les influences qu'on pourrait appeler conscientes, qui ont été lancées dans le courant de la vie par des écoles, qui, en se lançant dans le courant de la vie, deviennent des influences semi-mécaniques, qui peuvent nourrir notre centre magnétique et nous servir de boussole pour nous conduire vers une telle école. Donc ces influences peuvent permettre de développer le centre magnétique. Et j'avais fait un détour par les influences. Moi, j'avais noté 3 types d'influences. Les influences qui sont les influences totalement mécaniques, celles auxquelles nous consacrons toute notre vie, bâtir sa vie de famille, sa vie professionnelle, sa vie relationnelle, sa richesse, son savoir, ses compétences, ses désirs, etc. Les influences C, qui sont des influences conscientes, des influences qui viennent d'une école. Et les influences B, qui sont
ces influences C qui vont naturellement et obligatoirement rentrer dans le courant mécanique de l'existence, mais qui vont garder une sorte de vibration de leur origine, comme une sorte de mémoire. Ces influences B, que l'on retrouve à travers les rituels des religions, à travers les textes sacrés, à travers certaines œuvres d'art, etc. Ces influences B peuvent nourrir et développer ce centre magnétique chez l'individu. Ce centre magnétique qui lui fera sentir qu'il existe une autre dimension de l'existence qui le poussera à se mettre en chemin et, s'il a de la chance et un centre magnétique bien développé, pourra le conduire vers une école et l'aider à rester dans cette école. Et donc, j'ai fini par ce détour et je me rends compte que Ouspensky parle exactement de la même chose. Il dit que la question fondamentale, c'est, et je cite, « D'où naît en l'homme le désir d'acquérir une nouvelle connaissance et de changer ?» Fin de citation. Il pose la question fondamentale. Ce désir de se transformer, d'où vient-il? Et là, il parle, lui, de deux sortes d'influences. Il dit que nous devons bien comprendre la différence, que ça doit être parfaitement clair pour nous. Nous devons discerner les différents types d'influences. La première sorte d'influence, c'est ce qui concerne les intérêts et attirances qui sont créés par la vie elle-même. La vie dans sa loi du hasard, la loi de l'accident, la mécanicité. Il donne comme exemple les intérêts pour notre santé, notre protection, notre fortune, notre distraction, notre sécurité, notre vanité, notre orgueil, notre célébrité, etc. Tout ça constitue les influences A, les influences de la vie ordinaire, de la vie mondaine, de la vie dans le monde. La seconde sorte d'influence fait référence à des intérêts d'un autre ordre. Il ne s'agit pas d'idées qui sont créées par la vie, comme les influences précédentes, mais elles émanent à l'origine de ces écoles de développement, de ces écoles de psychologie véritable. Mais ces influences ne nous atteignent jamais directement. Elles sont lancées dans les influences de la vie, c'est obligatoire. Elles traversent de nombreux esprits différents, nous dit-il, et elles nous arrivent par différents biais. Philosophie, science, religion, art. Mais le problème est qu'elles sont toujours mélangées aux influences de la première sorte, on pourrait appeler les influences mécaniques ou mondaines, et elles ne ressemblent plus du tout à ce qu'elles étaient à l'origine. Et il dit qu'en général, on ne distingue pas ces deux catégories d'influence. Et même nous ignorons ces deux catégories, mais même si on les ignore, elles agissent sur nous et nous y réagissons. Certaines personnes sont plus touchées par une catégorie d'influence que par une autre. Certaines personnes vont être plus touchées par les influences de la vie et d'autres vont être plus touchées par les influences semi-conscientes, on pourrait dire. Les influences que j'ai appelées B, que M. Gurdjieff appelait influence B. Les influences conscientes jetées dans le courant de la vie. Et je peux être touché plus par une forme que par une autre, plus par l'art que par la religion, ou plus par la religion que par l'art, etc. Ou plus par les idées. Si nous sommes soumis uniquement aux influences de la première catégorie, aucune évolution ne sera possible. La possibilité d'une évolution diminuera même chaque année jusqu'à se réduire à néant, comme une graine beaucoup trop sèche qui ne peut plus germer, qui ne pourra plus donner de fruits. Et là, c'est un point peut-être assez déroutant, assez difficile à entendre, c'est que l'essence peut mourir. Elle peut mourir alors que la personnalité et toutes les fonctions peuvent continuer, puisque c'est une machine, c'est quelque chose de mécanique qui n'a pas besoin de la conscience. Nous avions dit dans une précédente vidéo que les fonctions peuvent exister sans la conscience, et la conscience peut exister sans les fonctions. Donc, l'essence peut mourir et nous continuons à fonctionner dans le monde. Peut-être que ça fait référence à ce que Jésus disait à propos de Lazare, lorsque Lazare est mort et que les disciples voulaient rester pour l'inhumation, « Laisse les morts enterrer leurs morts ». Si nous avons reçu et si nous avons été touchés, si nous nous sommes laissés toucher par des influences de la deuxième catégorie, soit elles nous touchent, soit elles nous incitent à penser, à réfléchir sur le monde, l'existence, le sens de notre vie ici, alors ces impressions se concentrent en nous. Et comme elles se concentrent en nous, elles vont aimanter des impressions ou des influences de même nature. C'est l'aspect magnétique.
je reçois des impressions, je me laisse toucher, ou alors je réfléchis à propos de ce texte que j'ai lu, ce livre sacré. Alors, ces impressions se déposent en moi, et en se déposant, elles attirent plus facilement d'autres impressions de la même nature. Donc elles vont nourrir quelque chose en moi. Elles vont prendre de plus en plus de place dans notre pensée et dans notre vie. Et si cette concentration pousse jusqu'à un certain point, alors, par fusion de ces impressions, de ce qu'elles déposent en nous, par fusion, le centre magnétique se développe. Ce centre, contrairement aux autres centres, appartient à la personnalité. Il n'appartient pas à l'essence. Et pourtant, il joue un rôle fondamental pour le développement de cette essence. C'est la personnalité qui doit entreprendre ce travail au point de départ. Donc ce centre constitue en un groupe d'intérêts qui permet d'orienter la marche de la machine, un peu comme dans l'exemple de la maison, sans maître ni intendant, dans la vidéo précédente. C'est le bazar dans la maison, tous les serviteurs ne font pas leur travail et vont faire le travail des autres, se mêlent des fonctions des autres, et quelques serviteurs prennent conscience de la situation, ont compris qu'il y avait une autre possibilité, qu'il existait la possibilité de faire revenir un intendant qui, lui, pourra réorganiser toute la maison et faire revenir le maître, permettre au maître de reprendre sa place. C'est le germe d'un centre de gravité en nous. Et ce centre magnétique nous aide à réaliser que nous avons besoin d'une aide, d'une école ou d'un groupe, que nous ne pouvons pas cheminer seuls. Et donc, c'est lui qui nous pousse à rechercher cette école, ou qui nous aide à la reconnaître si nous la rencontrons par hasard, par attraction que nous n'aurions pas consciemment recherchée. À reconnaître cette école et surtout à éviter de la perdre. Car, et je cite, « Rien n'est plus facile que de perdre une école ». Fin de citation. C'est peut-être une des conditions les plus importantes, posséder un centre magnétique correctement formé et unifié. Plusieurs centres magnétiques contradictoires ou un centre inexistant ou mal formé nous empêchera de rencontrer et de reconnaître une école. Ou alors, on va la rencontrer, mais on ne s'y intéressera pas du tout. On ne s'en occupera même pas. Ou alors, on va s'y intéresser, mais pour des mauvaises raisons, et on deviendra très vite critique à l'égard de l'école. Ou alors, on va très vite se démotiver dès les premiers obstacles rencontrés, obstacles qui sont inévitables. Il dit que c'est une protection pour les écoles, sans quoi leurs enseignements seraient déformés très rapidement à cause d'un trop grand nombre d'élèves non qualifiés. Et dans une école, et je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure, nous recevons des influences du troisième ordre, les influences C. L'influence C, dit-il, et je cite, « ne peut être transmise que par la parole, les instructions, explications et démonstrations directes. » Fin de citation. Avoir un centre magnétique bien formé, rencontrer une école et recevoir directement les influences C nous permet d'être libérés de la loi de l'accident, au moins dans un certain endroit de nous-mêmes, dans notre centre magnétique. Nous sommes toujours soumis dans notre fonctionnement à la loi de l'accident, mais dans cet espace, ce centre magnétique qui a trouvé le refuge dans lequel il espérait, qui lui donnera les méthodes et les accompagnements nécessaires, dans cet espace, nous ne sommes plus soumis à la loi de l'accident. Nous avons une porte d'entrée vers la loi du destin. Je vous renvoie vers la vidéo « Quel est notre chemin de vie? Avons-nous un destin ?» Tout le monde veut connaître son destin. La première question, c'est est-ce que j'ai réellement un destin là où je me situe, au niveau de conscience auquel je me situe? Dans les premiers niveaux, ce sont des influences qui se télescopent et qui produisent accidentellement des résultats. Mon mental va interpréter, justifier et pouvoir extraire de manière fantasmatique une forme de continuité et de destin. Mais dans cet état de conscience inférieur, je n'ai pas de destin. Pour avoir un destin, il faut un centre de gravité, un centre magnétique, et que ce centre magnétique rencontre une école. L'école est la force passive, elle attire. Le centre magnétique est la force active, il recherche cette école. Et lorsqu'elles se rencontrent, la conciliation opère et je sors, au moins en partie, de la loi de l'accident. À partir de là,
de cette rencontre, le centre magnétique n'est plus nécessaire, puisqu'il y a conciliation. Donc il disparaît quelque part dans cette école, en tout cas il n'est plus nécessaire. Le relais va être pris par l'enseignement de l'école, qui va devenir la force active. Il commence, cet enseignement, dit-il, et je cite, à pénétrer lentement les différentes parties de sa personnalité, puis, avec le temps, jusque dans son essence. Fin de citation. L'enseignement qui est porteur d'influence. On pourrait le voir comme une certaine vibration qui correspond à la vibration de notre essence et qui a la capacité de produire ce réveil de l'essence. Sans cette influence qui fonctionne comme une sorte de fécondation spirituelle, une fécondation subtile, rien n'est possible, sauf cas exceptionnel, mais qui s'explique. Ensuite, il va aborder un point important, très peu abordé d'ailleurs, la notion des 3 lignes de travail d'une école. Une seule ou 2 de ces lignes ne permettent pas de constituer une école. Là, je vous renvoie vers le livre. Vraiment, je vous conseille l'achat du livre, la lecture et la relecture, parce qu'à chaque fois, il y a des choses qui échappent, qu'on ne reçoit pas et qu'on peut capter à une deuxième lecture. Alors, vous pouvez toujours regarder encore ces vidéos, mais je n'ai pas non plus abordé tous les points, et certains, je les aborde plus succinctement. Donc, je vous encourage vraiment, ce n'est pas une promotion, parce que je ne suis pas rémunéré, mais je vous encourage à acheter ce petit livre qui est extrêmement important pour comprendre intellectuellement ce qu'est ce travail. La première ligne de travail, c'est l'étude de soi et l'étude de l'enseignement. C'est un plan individuel. Donc là, on travaille pour nous-mêmes. La deuxième ligne de travail est constituée par le travail avec d'autres personnes au sein de l'école. Donc on travaille avec eux, mais aussi pour eux, notamment dans le travail de groupe, ce qui est particulièrement difficile pour certaines personnes, dit-il, ce qui va les conduire à arrêter ou alors à dépasser. Enfin, la troisième ligne consiste à travailler pour l'école. Le problème, c'est qu'il est d'abord nécessaire de comprendre le travail, de comprendre ses buts et ses besoins, et ça prend du temps. Donc le travail pour l'école n'est pas quelque chose que l'on fait au démarrage. C'est pourquoi une conférence ou un livre ou des vidéos ne peuvent pas constituer une école. Il n'y a qu'une seule ligne de travail. C'est une préparation, simplement. Ces 3 lignes de travail se complètent. La première ligne intègre déjà la deuxième, puisque l'étude de l'enseignement aura lieu dans l'école, donc avec d'autres personnes. Donc je commence à intégrer l'existence de ces autres personnes dans mon travail. Et quand je commence à travailler pour les autres, je suis déjà en train de travailler pour l'école. L'intérêt, si on a compris que nous sommes endormis et que même lorsque nous souhaitons nous réveiller, nous nous oublions et nous retombons dans ce sommeil métaphysique de la conscience, sommeil de l'attention, travailler sur 3 lignes permet de ne plus s'endormir, en tout cas de s'endormir moins facilement et moins complètement. Tout seul, je m'endors et je retombe dans la mécanicité et c'est très dur. Et lorsqu'on appartient à un groupe de travail, on sait par soi-même et par le témoignage des autres à quel point ce groupe sert de soutien et m'empêche de m'endormir autant que je le ferais si je n'avais pas ce soutien. Sans ce soutien, c'est presque impossible, pour ne pas dire impossible. La première ligne de travail favorise l'initiative individuelle, parce qu'elle est nécessaire sur cette ligne. En revanche, la deuxième ligne demande de la discipline, et favorise cette discipline, puisque nous ne devons pas faire autre chose que ce qui est prescrit. Enfin, la troisième ligne concilie les deux, initiative et discipline, force active et force passive. À savoir, faire preuve d'initiative et, je cite, mais se contrôler soi-même, ne pas s'autoriser à prendre des décisions contraires aux règles et aux principes ou contraires à ce qui a été demandé. Fin de citation. Il y a un cap et je peux prendre de l'initiative dans ce cap, mais sans faire l'inverse, sans aller ailleurs. Première ligne de travail, l'initiative. Deuxième ligne, la discipline, la force passive, je n'ai pas de liberté d'action. Et troisième ligne de travail, une conciliation entre ces deux forces opposées. Un mariage. Il termine
sa conférence par un retour vers les centres, pour comprendre pourquoi il est impossible de se développer soi-même autrement que par un long travail d'école. Lors d'un apprentissage, à chaque fois que nous apprenons quelque chose de nouveau, on accumule des données dans notre mémoire. Mais il pose la question de savoir ce qu'est réellement la mémoire. Il dit que nous devons voir chacun de nos centres comme une machine distincte et indépendante des autres centres, et des machines qui sont faites d'une matière sensible, quelque part une sorte de substance. Il dit, et je cite, « Tout ce qui nous arrive, tout ce que nous voyons et tout ce que nous entendons, tout ce que nous éprouvons, tout ce que nous apprenons est enregistré sur les matrices. » Fin de citation. Parce qu'il fait le lien avec les matrices phonographiques, c'est-à-dire un matériau ou un composé qui possède des qualités d'enregistrement ou de reproduction mécanique du son, comme les vinyles par exemple. On peut enregistrer dans la matière un son, et ce son peut être restitué par un appareil. Donc nous possédons une sorte de matière interne qui agit de manière analogue, qui absorbe et qui garde toutes les impressions que nous avons reçues. Elles s'inscrivent en nous. C'est pourquoi on parle d'impression sensorielle, parce qu'elle s'imprime en nous. Il y a une impression dans cette substance intérieure qui constitue nos centres. Quelque part, toute impression laisse une empreinte qui peut être profonde ou superficielle. Mais qu'elle soit profonde ou superficielle, ça reste toujours des impressions et c'est tout ce dont nous disposons, nous dit Ouspensky. Nous n'avons rien d'autre. Il dit, et je cite, « Tout ce que nous connaissons, tout ce que nous avons appris, tout ce dont nous avons fait l'expérience est là, inscrit sur nos matrices. De la même façon, tous nos processus de pensée, calcul, spéculation reviennent à comparer les inscriptions sur les matrices, les relire encore et encore, à tenter de les comprendre en les comparant, et ainsi de suite. Nous ne pouvons rien penser de nouveau, rien qui ne soit déjà gravé sur nos matrices. Nous ne pouvons rien dire ou faire qui ne corresponde à une inscription des matrices. Nous sommes dans l'incapacité d'inventer une pensée nouvelle, de même que nous sommes dans l'incapacité d'inventer un nouvel animal, car toutes nos idées concernant les animaux sont tirées de notre observation d'animaux existants. » Fin de citation. Et tout ce qui s'imprime sur ces matrices, c'est relié par ce qu'on appelle des associations. Je cite, « Les associations relient des impressions qui ont été perçues simultanément ou qui présentent entre elles quelques similitudes. » Fin de citation. C'est un point important ici. La notion d'impression est très importante, elle est fondamentale. Nous ne pourrions pas vivre une seconde sans impression. C'est en quelque sorte ce qui constitue notre mémoire. Et là encore, j'avais fait un aparté avec ce qu'il a dit de la mémoire dans les vidéos, dans les conférences précédentes, avant de voir que lui-même il fait référence. Si on se réfère à la première conférence, donc je vous invite à voir la première vidéo si vous ne l'avez pas vue, j'avais distingué la mémoire du souvenir. Parce que Gurdjieff, à travers Ouspensky, en fait, explique qu'on ne se rappelle réellement et avec vivacité que ce que nous avons reçu ou vécu en état de conscience de soi. Ce qu'on reçoit dans l'état de conscience de veille ordinaire nous marque beaucoup moins profondément. C'est ce qui peut expliquer pour moi la réminiscence de souvenirs intenses qui viennent de l'enfance, une période de temps où nous vivions au plus proche de notre essence. Pour moi, la mémoire concerne l'essence et les souvenirs concernent la personnalité. Donc, la manière dont ces impressions sont reçues, l'état de conscience dans lequel nous les recevons va déterminer ce qu'elle va nourrir en nous, notre partie réelle, l'essence, ou notre partie artificielle, la personnalité. Ces associations nous amènent à faire des liens entre des choses qui n'en ont aucun, simplement parce que nous avons reçu des impressions en même temps. Par exemple, je pense à quelque chose qui peut indiquer cette manière dont des impressions peuvent, parce qu'elles sont reçues simultanément, être liées. Par exemple, vous mangez des petits pois et vous apprenez en même temps le décès de quelqu'un
que vous aimiez particulièrement. Il y a de grandes chances que votre esprit associe les petits pois avec le sentiment de tristesse, par exemple, que vous allez ressentir à l'annonce de cette nouvelle. Et peut-être que vous n'aimerez plus les petits pois. C'est un exemple un peu trivial, mais qui montre bien comment nous pouvons associer des choses qui n'ont aucun rapport entre elles, si ce n'est une simultanéité. Les petits pois ne sont pas responsables de notre sentiment de tristesse. Pourtant, ils risquent d'y être associés. Ou nous recevons des impressions qui font référence à des impressions anciennes, nous allons les mettre en relation. C'est ce qui fait que nous allons probablement interpréter ces nouvelles impressions à la lumière de ces impressions anciennes, mettre du connu sur ce qui est nouveau et nous couper de la réalité, puisque nous projetons nos anciennes impressions. Et d'ailleurs, c'est là qu'il fait référence à sa première conférence dans laquelle il disait que la mémoire dépendait de la conscience, de l'état de conscience ou du degré de conscience, et que nous nous rappelions seulement des moments où nous avons eu des éclairs de conscience. Je cite, « Il est évident que des impressions différentes et simultanées, reliées entre elles, demeureront plus longtemps en mémoire que des impressions décousues. Dans un éclair de conscience de soi ou dans un état approchant, toutes les impressions du moment sont associées et demeurent reliées dans la mémoire. Il en est de même des impressions reliées par une ressemblance interne. Si l'on est davantage conscient au moment où l'on reçoit des impressions, on relie plus solidement les impressions nouvelles aux anciennes qui ressemblent et elles restent inscrites dans la mémoire. En revanche, si l'on reçoit des impressions dans un état d'identification, on ne les remarque tout simplement pas et leurs traces disparaissent avant d'être évaluées ou associées. Dans l'état d'identification, on ne voit rien. On est entièrement absorbé par ses griefs, ses désirs ou son imagination. On ne peut se séparer des choses, des sentiments ou des souvenirs et on est coupé du monde environnant. J'avais fait le lien alors avec la notion de l'état de conscience dans lequel nous sommes et du plus ou moins grand contact avec la réalité. Ici, dans le sommeil, nous n'avons aucun contact avec le monde extérieur. On peut même peut-être se faire cambrioler sans même s'en rendre compte. Dans l'état de veille, nous pensons être en contact avec la réalité, mais nous sommes souvent absents. Quelqu'un nous parle, mais nous n'avons pas entendu. Quelque chose est passé dans notre champ de vision, mais nous n'avons pas fait attention, parce que nous sommes endormis. Ici, dans le rappel de soi, nous avons un contact beaucoup plus grand avec la réalité, et ici un contact total. Dans l'état de conscience ordinaire, nous sommes absents. Ou si nous sommes concentrés un peu plus, quelque chose nous a interpellés, des filtres nous coupent de la réalité. Ce sont les représentations des stoïciens. En revanche, dans l'état de conscience de soi, nous sommes plus en contact avec la réalité et nous gardons une plus profonde mémoire de ce que nous percevons. Elle s'imprime en nous, plus profondément. Et là, pour conclure cette vidéo, je ferai un lien avec la notion de rappel de soi, qui est une autre appellation de la conscience de soi, et que M. Gurdjieff définit comme une action sur les impressions. Je ne vais pas donner de clés autres que celles que M. Gurdjieff a lui-même données et qui sont citées telles quelles dans l'autre livre de Ouspensky, Fragment d'un enseignement inconnu. Mais M. Gurdjieff dit que quelque chose manque dans notre organisme pour pouvoir capter l'impression et pour qu'elle subisse la transformation nécessaire. Rappelez-vous, les impressions sont une forme de nourriture et les nourritures peuvent être digérées. La nourriture solide se transforme en cellules. Les impressions peuvent se développer en nous et subir un processus de digestion. Sauf que il manque quelque chose dans notre organisme et l'impression rentre et elle reste superficielle. Elle ne se déploie pas en nous. Et donc, il est possible de poursuivre ce développement de l'octave de l'impression en nous en amenant un choc qu'il appelle rappel de soi. C'est-à-dire, dit-il, que nous devons être conscients de nous-mêmes en même temps que nous recevons une impression. C'est ce qui constitue un choc, parce qu'il y a deux impressions. Une impression et une autre impression qui vient amener une énergie additionnelle. Il prend l'exemple de la rue, je regarde la rue, ça constitue une impression. Mais si je m'éprouve moi-même en train de regarder la rue, j'ai une deuxième impression.
J'ai donc deux impressions, celle de la rue et celle de moi-même en train de regarder la rue. Pendant que vous écoutez mes paroles, vous pouvez recevoir des impressions qui sont constituées de sons, de concepts, d'images lorsque vous regardez la vidéo. Mais vous pouvez aussi être pleinement conscient de vous-même en train d'écouter ces paroles, en train d'écouter ces idées, ces concepts, en train de regarder les images. Vous regardez et vous écoutez, et en même temps, vous vous éprouvez vous-même en train d'écouter et de regarder. Vous avez donc deux impressions. Et cela constitue cet état de conscience de soi. Je suis conscient ou consciente de moi-même en train de regarder et d'écouter la vidéo. Il y a bien un effort de volonté à opérer, celui de ne pas s'identifier à ce que je dis, à ce que vous entendez, à ce que vous pensez, à ce que vous voyez, mais de faire un effort d'attention et donc de division d'attention, une attention à ce que je dis, à ce que vous voyez, aux impressions que cela suscite en vous, doublée d'une attention à vous-même en train d'écouter et de regarder. C'est à la fois très simple et très difficile à mettre en œuvre à cause du caractère volatile de l'attention et à cause de son habitude d'être unidirectionnelle, soit dispersée, soit captivée, soit concentrée. C'est pourquoi, en général, il existe des exercices préparatoires au rappel de soi, sans quoi on peut parfois chercher longtemps. Je me rappelle avoir participé à un groupe de travail pendant 2 ans dans lequel on nous incitait à pratiquer le rappel de soi et l'observation de soi sans donner aucune méthode ni aucune préparation, aucune indication, et peut-être même pas ces influences C qui sont nécessaires. Et je me rappelle avoir essayé pendant 2 ans de me rappeler moi-même maladroitement, sans avoir aucune idée de ce que c'était, sans savoir si je réussissais ou si j'échouais, si j'étais à côté. Rétrospectivement, je me rappelle avoir eu quelques instants de rappel de soi, mais je ne les ai pas reconnus sur le moment. Donc si tous ces mots résonnent en vous, et si votre centre magnétique est bien formé, vous vous laisserez guider, si ce n'est pas déjà le cas, vers l'école, vers l'enseignement qui vous correspond, vers une école digne de ce nom qui vous donnera les clés et les méthodes, ainsi que la préparation nécessaire à ce travail qui est d'une importance capitale. Si ce n'est pas le cas, vous aurez acquis de nouvelles idées et de nouveaux concepts. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour la 4e partie de ces 6 conférences et je vous souhaite une bonne fin de journée.